Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'ai avec moi Dominique Soucy, le CEO de Pur Instinct. On se connaît depuis de nombreuses années. Dominique, comment tu vas? Ah, ça va très bien, ça va très bien. On profite de la vie. L'hiver est quasiment fini au Québec, fait qu'on est content. Oui, on a eu un hiver quand même assez doux. La semaine dernière, il a fait quand même assez froid, mais là, avec les températures du printemps, là, ça va mieux, là, ça réconforte. Ah ouais, exact. Et puis moi, ça me fait du bien. Là. Je suis toujours en train de parler, comme je te disais, là, toujours, ça fait comme 3 mois que je parle en anglais, comme toutes mes journées au complet, juste quand mes enfants rentrent à la maison, ma femme, mais sinon, c'est tout le temps en anglais. Fait que là, c'est quand même cool de pouvoir avoir une petite conversation en français aujourd'hui, ça va faire du bien. Excellent, excellent. Et donc, pour commencer dans cette conversation-là au niveau du sport et tout ce qui vient au niveau du sport et de l'engagement des fans, présente-nous un petit peu, parle-nous de toi. Ah, en fait, moi, je suis un père de famille. J'ai 4 enfants. Alors, dans le fond, la majorité de mon temps, quand je ne suis pas en train de faire ce que je fais de ma journée professionnelle, je suis avec mes enfants, avec ma femme, quelqu'un qui prend beaucoup d'attention vers ça. Puis, il y a quelques années, dans le fond, après ma carrière de basketteur, dans le fond, je suis beaucoup connu peut-être à Québec pour le basket parce que j'ai joué 5 ans avec le Rouge et Or de l'Université Laval. J'ai joué 3 ans aussi avec le club qui était nouveau, le professionnel, les Kebs de Québec. J'ai comme bâti un peu, aidé à bâtir en fait les deux programmes, en fait, la montée un peu du Rouge et Or basketball. Puis après ça, on a comme commencé les Kebs quand j'ai terminé mes années universitaires. Fait que je suis quelqu'un qui a beaucoup grandi dans le monde du sport. Je suis un physiothérapeute à l'origine. J'ai été 1 an physiothérapeute. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une école secondaire à temps plein pour m'occuper d'un programme de basket. Et à un certain moment, genre, j'ai comme inventé un nouveau sport qui s'appelle Pur Instinct. Ben oui. Ça a comme fait une nouvelle tangente là, dans ma vie. Puis depuis ce temps-là, ben, au début, j'étais comme juste un sorte de petit hobby, un sorte de petit bon, ben, où ça va nous mener, tout ça. Puis rapidement, un jour, je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose sous la main. J'ai essayé de faire une tangente un peu plus, disons, financière. Ça a été beaucoup plus ardu que prévu de partir de la start-up. Puis là, dans le fond, depuis les 2 dernières années, là, je travaille étroitement avec du monde aux États-Unis. Puis là, je suis en train de bâtir. On est comme rendu une équipe de 10 avec des Américains. Et j'attends juste la fin du COVID, les vaccins, tout ça, pour lancer officiellement le sport au niveau nord-américain. Alors, bien content. Et donc, ce nouveau sport s'appelle Pur Instinct. C'est quoi le processus pour justement créer un nouveau sport puis essayer de partir une communauté autour de ce sport-là? Ouais, je pense que communauté, c'est le vrai mot. C'est toujours le mot que moi, dans le fond, j'ai recherché dans mon processus. Je pense que chaque personne qui peut faire le style de processus d'inventer un sport peut avoir des choses très différentes. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui regardait pas pour inventer un sport. J'étais dans le monde du basket, j'adorais ce que je faisais, j'adorais coacher. Il y a quelque chose que j'aimais dans le coaching, c'est comment apprendre des jeunes et des moins jeunes, en fait, à faire des meilleures décisions sur un terrain sportif. Fait que c'est quelque chose qui m'obsédait quand j'étais un athlète. Puis après ça, quand j'étais devenu un coach, pour moi, tout était là-dessus. Tout était basé là-dessus, les prises de décisions rapides. C'était là-dessus qu'on devait se baser comme entraîneur. Qu'est-ce qu'on devait montrer vraiment, c'était ça. Au-delà de la technique, tout ça. La technique, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut apprendre par soi-même, où on peut juste pratiquer comme athlète. Mais les prises de décision rapides, c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas facilement. Et souvent, moi, j'étais quelqu'un qui était très bon là-dedans comme athlète, mais je voulais toujours aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et à un certain moment, genre, je lisais des livres sur le tennis, sur le futsal, sur comment on apprend le piano aux enfants, comment on apprend le violon, plein de choses en fait. Et j'ai comme eu un sorte de petit moment, genre de dire, hey, si je fais ça,
ça pourrait fonctionner quelque chose de vraiment cool. Si je remplace la balle de tennis par un être humain qui fonce sur d'autres êtres humains comme une sorte de tag, hey, on a peut-être quelque chose. C'était pas un sport, c'était juste une façon d'amener les prises de décision à un autre niveau. Je suis arrivé dans le gym avec les jeunes que je coachais et je leur ai dit, hey, asseyez-vous. Il était comme, bon, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe encore? C'était parce que j'étais un peu spécial comme entraîneur. Je disais, aujourd'hui, là, pas de ballon de basket, on essaie quelque chose. Puis les jeunes ont comme juste tripé trop fort. Puis moi, déjà, dès qu'on a juste instauré la première partie des règlements, j'ai comme vu tout de suite, oh, on a quelque chose sous la main. J'ai envoyé un courriel à 30 athlètes de Québec, les meilleurs athlètes que je connaissais, vu que j'avais un très bon réseau. Et dans le fond, je leur ai dit, hey, j'ai un sport secret. Venez-vous donc, genre, cette journée-là, genre, un endroit secret, un gymnase secret, puis on va tout faire, je vais vous montrer quelque chose. J'étais arrivé là-bas, je pensais pas que ça allait fonctionner à 100%. Je pensais que c'était peut-être une affaire juste pour les jeunes qui fonctionnait. Un petit peu stressé, un petit peu genre, bah, on verra ce que ça va se faire. Et je leur ai juste montré, dans le fond, je leur ai dit, voici comme les règlements, les bases du sport, mais aussi les valeurs du sport aussi. Tu sais, tout le pourquoi je faisais ça ici, puis qu'est-ce que moi j'avais en tête au niveau de, oui, les règlements, mais aussi de où je voulais amener le sport, dans le fond. Là, moi, je suis quelqu'un qui voit le sport complètement différemment de la version capitaliste qu'on a maintenant du sport. Pour moi, c'est très communautaire, le côté sportif. C'est ça, la puissance du sport est dans la communauté. Et dans le fond, je leur ai tout expliqué ça. Je leur ai expliqué qu'il fallait que tout le monde bouge. Je ne voulais pas avoir des sports comme le baseball, exemple, qui est un peu arriéré, mais bon, maintenant, c'est ça qu'on a. Mais disons, j'ai rien contre les baseballeurs, mais en même temps, ça ne bouge pas beaucoup. Fait que je lui ai dit, il faut que tout le monde bouge, il faut qu'il y ait le moins de blessures possible, parce que moi, je suis un ancien physiothérapeute, comme mentionné. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures à la tête, aucune commotion cérébrale. Tous les joueurs qui sont là, qui étaient dans le gymnase, c'est tous du monde qui font d'autres sports. Alors, il faut respecter le fait qu'on ne veut pas avoir de blessures dans votre off-season. Et on veut essayer de diminuer les sortes de stress, là, mon équipe, ton équipe, je t'haïs, de ça. Je trouve ça complètement ridicule dans le monde du sport. Il y a un peu plus de côté art martial, de genre, genre toi, tu me challenges, alors moi, je te challenge et on grandit ensemble. Et la dernière chose, chacun des règlements que vous voulez changer, vous devez le faire en conséquence que ça va toujours améliorer les prises de décision rapides chez les individus. Fait que là, je leur ai comme lancé ça. Et en moins de 5 minutes, là, j'ai tiré 2 minutes, là, j'ai comme vu le sport se développer dans les yeux. J'ai fait « wow ». Parce que des adultes qui savent jouer à plein de sports, que tu leur mets pur instinct entre les mains, c'est comme de la magie. Fait que là, j'ai dit « wow, on a quelque chose ». On n'avait pas de nom encore, c'était rien, c'est juste le sport secret. Mais déjà, je savais cette journée-là, comme je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Là, je suis revenu chez nous, puis à 3 h du matin, j'étais encore en train d'écrire des trucs, genre ma vision totale. Puis après ça, ben, dans le fond, j'ai lancé le sport un peu plus dans quelques écoles qui voulaient comme, en entendre parler. Cet été-là, on avait fait beaucoup de sessions. À chaque jour, j'améliorais un peu la réglementation. Ça a pris vraiment beaucoup de temps parce que, dans le fond, les meilleurs joueurs de Québec, tout ça, le monde avec qui moi je faisais affaire, ils pouvaient seulement venir la plupart du temps une fois à chaque 3 semaines pour participer. Fait qu'on avait comme pas un gros... ça prenait du temps avant que le monde soit vraiment bon. Puis pour changer les règlements d'un sport, ben, il faut quand même que le monde ait de l'expérience. Moi, je ne voulais pas juste les changer genre, comme à chaque semaine pour le fun. C'était comme il y avait des raisons. Alors, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais après, comme on a fait ça pendant un bon bout, ça a vraiment bien fonctionné, une belle communauté qui grandissait. Puis à un moment donné, 2 ou 3 ans plus tard, on avait les premiers joueurs qui ont arrêté de jouer rougeur, arrêté de jouer semi-professionnel ou professionnel. Puis là, maintenant, ils devenaient des joueurs comme à temps plein de pur instinct. Des fois, 3 fois par semaine, ils jouaient. Et là, la réglementation s'est vraiment améliorée. Si bien que je commençais à être dans beaucoup d'écoles au niveau pan-canadien. Juste leur montrer le sport. Qu'est-ce qui est spécial de mon sport, en fait, c'est qu'il est développé sur 8 niveaux de difficulté. Fait qu'il y a plein de choses différentes qu'on peut aller chercher. Si tu es un plus jeune, si tu es un plus vieux. Et les niveaux plus avancés, le 8e, même le 9e maintenant, ben, ça a été développé dans les dernières années. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, bon, mais maintenant, le sport est prêt pour le tremplin vers les États-Unis. Fait que, dans le fond, puis là, le tremplin vers les États-Unis, puis aussi vers l'extérieur. Fait que, puis là, maintenant, je suis là-dedans, essayer de jongler aussi dans... Les règlements sont prêts. Là, maintenant, on prend en jaser. C'est comme la culture en tant que telle est prête aussi. Là, comment je veux exporter la culture de ce sport-là, parce que c'est quelque chose d'assez différent. Oui, puis c'est sûr que tu nous as dit beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est que d'une certaine manière, veut pas,
il y a ton côté entrepreneurial qui embarque et qui veut justement faire grossir cette communauté, ce sport-là, le faire connaître pas juste au Canada, aux États-Unis et de manière mondiale. C'est comme ça que tous les premiers sports ont commencé. Et ce travail, c'est un travail de dure haleine jour après jour, là. Ah ouais, c'est incroyable. Des fois, on pense, exemple, qu'on va réussir à. Le monde, ah, mais pourquoi tu vas pas à Shark Tank ou tu vas pas à Mark Cuban? C'est drôle parce que là, il y a comme 2 semaines, j'ai reçu un courriel de Mark Cuban, le propriétaire de Dallas, Maverick. Fait que j'ai reçu un courriel de lui. Mais tu sais, j'ai 2 lignes. Genre, non, je peux pas, genre, pour quelque chose que je suis en train d'organiser. Mais tu sais, les choses se construisent tout de suite. Je suis en train de mettre des assises incroyables au niveau entreprise, mais ça prend du temps. C'est comme le monde, il pense souvent moi, je le savais, quand je suis parti de ce projet-là, je me suis dit, ça va me prendre 10 ans avant que le projet soit vraiment comme à maturité. Puis là, je suis rendu, disons, ma 8e année, mais disons, ma 4e année temps plein, un peu plus, ou 3e année temps plein, là, que vraiment, là, c'est tout ce que je fais. Là, je commence à avoir des contacts incroyables au Canada, États-Unis. Puis là, je commence à avoir des gens qui embarquent avec moi, qui disent OK, là, c'est quelque chose de sérieux, tout ça. Changer complètement la vision, la branding aussi de Pur Instinct. Mais c'est quelque chose de long. Là. Ça prend du temps avant de te rendre où on est rendu maintenant. C'est pas juste des règlements, justement, au niveau affaires. C'est quelque chose d'incroyable de vouloir bâtir un sorte d'empire sportif, un nouveau écosystème sportif. C'est quelque chose qui de longue haleine. Puis, non, c'est un gros défi, mais je suis bâti pour ça. Mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le travail de long haleine, c'est ce qu'on retrouve également dans le milieu du sport. Alors, c'est ce qu'on apprend beaucoup aux jeunes sportifs ou aux jeunes. Il faut travailler tous les jours pour devenir bon. C'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir un Michael Jordan ou quoi que ce soit. Et une fois que tu bâtis ce caractère-là, tu le gardes en toi. Et même au niveau, on va en parler un petit peu plus tard, mais même au niveau de la technologie blockchain, on s'en est parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Beaucoup de gens vont focuser sur les mauvaises choses au niveau de la technologie blockchain, et d'où la raison pour laquelle j'avais sorti justement cette chaîne YouTube-là, parce qu'il y a beaucoup d'éducation qui doivent être faites sur le fait que c'est sur le long terme que tu vas arriver à tes objectifs. Si tu calcules sur le court terme ou si tu as une vision sur le court terme, là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas pogner un mur. Et comme tu l'as dit, il faut bien mesurer tes choses. Comme tu l'as dit, tu disais que tu avais évalué ton objectif sur une période de 10 ans, mais après ça, tu t'es dit, bon, ben, OK, une période de 10 ans, oui, tu es rendu à ta 8e année, mais à temps plein, tu es peut-être juste rendu à ta 3e ou 4e année. Donc, il te reste encore du cheminement à faire. Ah Et ouais. de ce côté-là, moi, on se suit mutuellement, mais notamment avec ta nouvelle, avec les conférences que tu as commencé à faire en ligne, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes et il y a beaucoup plus d'intérêt de personnes influentes que tu arrives à rejoindre, que tu arrives à emmener à créer une discussion de ce côté-là. Et justement, je veux que tu nous parles un petit peu comment c'est arrivé de lancer ces conférences en ligne. Ouais, en fait c'est des discussions que j'ai avec mon équipe un petit peu. Là, puis ça, c'est un petit peu drôle parce que c'est une conférence qui s'est bâtie en une journée. Okay? La première conférence s'est bâtie en 24 heures. Je suis un petit peu un défoncé quand C'est on quoi le met nom des de la défis. conférence? Celui-là, c'est le Sports Trend Tech and Entrepreneurship Summit. Okay? C'est que dans le fond, c'est un petit peu sur les technologies et les startups nouveaux sportifs. J'étais sur Twitter. Je suis beaucoup sur Twitter. J'adore Twitter en termes de. C'est mon média social numéro 1. Mais Ouais. c'est aussi l'endroit que je rencontre les nouvelles personnes, que j'essaie d'élargir mon écosystème aussi. Et il y avait comme un des meilleurs là, angel investors aux States, dans le top 3, je pense, angel investor. Poser la question, est-ce qu'on devrait aller chercher un ou deux gros VC pour faire des startups ou t'aimerais mieux avoir genre 50 angel investors? Et là, j'ai comme juste écrit à lui, puis on se connaissait parce qu'il m'avait comme aidé un petit peu une année, puis vraiment juste sympathique. J'ai comme écrit sur son tweet, j'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir 50 angel investors, mais genre, c'est comme, c'est quand t'en as même pas un, puis quand tu viens de Québec, puis quand c'est comme difficile un petit peu de faire comprendre ton projet,
Et 50, ça me semble être un gros chiffre. Puis là, il commence à y avoir un gros tweet en dessous, genre de mon tweet, genre de ouais, mais c'est devrais faire ci, c'est devrais faire ça. Puis là, j'étais comme ah, puis là, tu sais, le monde était comme, le monde qui me connaissait, c'est comme sur Twitter, c'est comme ah, tu sais, Doom, il est quand même assez intense. Tu sais, vous parlez, genre, il devrait faire ci, ça, mais moi, genre, il connaît comme tout le monde, genre, de l'écosystème, genre des VC, genre, vraiment vite, en moins, genre, de quelques mois. Il a parlé à tout le monde, tu sais, il est plus avancé. Puis il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit pourquoi tu ne fais pas un panel que tu invites les VC, tu invites les angel investors, tu invites genre le monde du. Puis c'est toi qui vas être responsable du panel, fait que ça va te permettre. Puis là, j'ai fait ah, tiens, ça, c'est pas bête, genre, puis ça. J'ai dit laisse-moi 24 heures. Puis j'ai reparlé à mon angel investor, puis je dis qui tu me penses que je devrais parler, genre, puis il dit parle avec tel d'autre. Hey, crime, je le connais en fait, genre, tu sais, ah ouais, ben il est super cool, il va sûrement vouloir venir. Puis là, j'ai envoyé un message à Kai, genre, Kai Bond. Un des plus gros VC dans le monde du sport des startups. Puis j'ai dit, hey, Kai, t'aimerais tout ça? Genre, on s'était parlé là, comme 6 mois. Tu m'avais dit qu'on ne se parlait pas tant que la pandémie n'était pas terminée. Mais là, maintenant, j'ai comme quelque chose de vraiment intéressant qui s'en vient au niveau, genre un panel. Est-ce que tu aimerais ça participer? Là, il dit, ouais, c'est cool, j'embarque. Fait qu'il m'envoie sur un Twitter. Genre, je dis, OK, j'embarque. J'envoie ça à un de mes associés, que lui, il a comme une des plus grosses des plus grosses conférences qui se fait dans le monde au niveau du sport. Est-ce que tu aimerais ça venir avec nous autres? Ça m'aiderait juste que tu sois sur le panel. Fait que puis en moins de 24 heures, j'avais comme trouvé tout mon monde pour le premier panel. Parce que je suis une petite machine au niveau genre de toutes ces DM-là, toutes ces affaires-là sur Twitter. Genre une vraie machine. Puis c'est là que au niveau genre du network, j'ai commencé à comprendre toute la puissance que j'avais en ce moment. Et tout ce que j'avais bâti dans les années comme 4 ans. Toutes les fois que je suis sur LinkedIn, toutes les fois que je suis sur Twitter, puis que tu dis qu'est-ce qu'il fait, ben là, genre maintenant je suis comme ah, c'est ça que je faisais. Là, puis là, maintenant, on est rendu à la 3e mouture du panel, puis on s'est ramassé en moins de 24 heures, je me suis ramassé avec Mark Cuban qui me réécrivait qu'il ne pouvait pas venir au panel cette fois-ci, mais aussi Lee Stanberg, qui est le personnage en fait fétiche de Jerry Maguire, l'agent que Tom Cruise impersonnifie dans le film, qui est aussi l'agent de Patrick Mahomes, peut-être le meilleur joueur de football américain en ce moment. Alors, lui, il va être sur notre podcast, il va être sur notre panel, en fait, qui s'en vient la semaine prochaine, jeudi prochain. Fait, on voit qu'on est capable de plus en plus d'amener du nouveau monde. Puis moi, ben, je me sers de chacun des événements que je fais pour construire plus loin. C'était comme une sorte d'objectif avec notre équipe quand j'ai parti ça. Puis il y a aussi, en même temps, on a comme parti un podcast qui est ultra intéressant. Puis moi, comment je voyais ça, en fait, pourquoi j'ai fait ça et comment je voyais ça, c'est que Pur Instinct, c'est un gros écosystème que je suis en train de partir. Puis des fois, ça peut faire peur pour quelqu'un de dire hey, la plupart du monde, de ce monde-là, ils n'ont pas beaucoup de temps à investir dans des nouveaux projets. T'sais, Lee Stanberg, il n'a pas beaucoup de temps à investir pour moi. Sauf que si je lui demande 1 heure dans un mois, est-ce que tu es intéressé pour venir parler de tes affaires à toi, ça va peut-être l'intéresser. Si je demande à quelqu'un de très haut placé, as-tu une demi-heure pour moi pour faire un podcast? Ah ouais, c'est cool, j'aime ça les podcasts. Est-ce que tu as 45 secondes pour m'envoyer une vidéo pour que je puisse mettre sur ma campagne TikTok? Et là, on commence à demander des choses très, très petites. Mais pour moi, si j'additionne tous les 45 secondes que je demande à des gens, là, maintenant, je suis rendu avec une campagne TikTok qui est rendue incroyable, qui grossit, puis qui montre un peu vers où je vais m'en aller. J'ai réussi, au niveau entrepreneurial, à montrer, dans le fond, que oui, j'ai un méga projet, mais si tu veux t'impliquer dans mon projet, tu n'es pas obligé de faire tout ce que moi je fais. Tu peux faire juste des petites actions. Puis c'est ce que je fais avec mon équipe aussi. J'ai une grosse équipe de 10, mais chacun fait des petites actions. Moi, je fais toutes les actions parce que je suis un intense, mais eux font des petites actions, puis tranquillement, ben, on construit. Puis le panel que je fais la semaine prochaine, c'est un petit peu, ça fait partie de toutes les nouveautés que je lance. Puis aussi, je t'avouer, ça fait partie aussi de moi, un sort de challenge personnel, de dire, ben regarde, je suis capable de parler anglais en public, je suis capable de faire ça, puis je sais que je viens du Québec, mais là je prends genre sur moi la responsabilité de faire quelque chose en anglais, puis j'y vais. Puis ça, pour moi, c'était un gros move personnellement, parce que je parle beaucoup anglais de façon 1 à 1, comme on parle tout de suite, mais c'est rare que je parle en anglais en public avec plein de monde. Puis je suis un pince sans rire un peu des fois, puis ça, c'est quelque chose qui me tannait, parce qu'en anglais, je perds comme 20% de ma personnalité. Mais là, dans le fond, maintenant, j'ai comme décidé, tu sais quoi, genre, comme je vais juste le faire, puis là, j'ai beaucoup de succès en ce moment-là. Oh oui, j'ai écouté les panels et ils sont très très bons. D'ailleurs, le prochain panel, comme tu le dis, sera jeudi prochain. Vous aurez tous les détails pour vous inscrire dans la description. Et je vous encourage parce qu'il y aura un des invités dont le nom de famille est Pompliano.
Donc, si vous êtes dans le milieu de la blockchain et tout ça, vous reconnaissez le nom Pompliano. Ce ne sera pas Anthony, mais malgré tout, ça vaut la peine parce que même ses frères. Je, OK. non, je ne sais pas si Anthony va pas venir à un moment donné. Il faut que je parle à Joe à ce niveau-là, mais je sais qu'Anthony, c'est comme de star en ce moment, là, un peu plus sur Twitter, un peu partout aux States avec ça. Oui, définitivement. Mais c'est tout le même milieu, je t'avoue. Si ce n'est pas cette fois-ci, Anthony, je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir l'avoir à un moment donné dans une autre place. C'est là qu'on est rendu. Là, comme Joe, je lui ai demandé parce que il y a une Pompliano, il y a une newsletter sur le sport beaucoup, qui est très populaire, qui est très bonne en fait. Fait que j'ai demandé de venir parler de ça. Puis là, en fait, le côté NFT blockchain, c'est comme venu un petit peu plus genre à la dernière seconde, dans les dernières semaines. Hey, on va ajouter ça parce que l'intérêt est là. Moi, je voulais m'informer un peu plus. Fait qu'on a comme, on a comme parlé de ça. Puis Joe Pompliano, il est impliqué aussi dans la blockchain technology. Fait qu'on a amené plein de monde aussi autour de ça. Pas trop vite. Donc, oui, effectivement, Joe Pompliano, il fait des super tweetstorms où il décrit vraiment bien comment des gros sportifs ont réussi, autant au milieu du sport que dans le milieu des affaires. Donc, si vous avez l'occasion de le suivre sur Twitter, là, ça vaut vraiment la peine. Le fait que tu vas l'avoir dans ta prochaine conférence est vraiment un très bel accomplissement de ta part. Mais parle-nous un petit peu de quand est-ce que tu as pris connaissance de la technologie blockchain et qu'est-ce que tu veux faire avec, dans le fond, au niveau de comment ça peut apporter quelque chose au niveau de pur instinct et dans ton cheminement. Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre beaucoup. Je suis juste quelqu'un qui aime aller au fond des trucs. Quand j'ai appris sur Bitcoin, je pense que c'était de 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser au concept de Bitcoin. C'est surtout un concept personnel je trouve que, puis je voyais un petit peu comment les affaires sont faites, exemple, comme en Afrique, exemple, que c'est plus compliqué, les banques, tout ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'avais entendu parler du Bitcoin, puis là, je me suis informé avec YouTube, tout ça. J'étais comme, c'est intéressant ce concept-là, d'enlever les sortes de banques centrales. Pourquoi on a ce concept-là, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime un peu se demander pourquoi les choses sont là à l'origine. Puis là, j'étais comme, dans le fond, on est capable de passer, si moi, je peux t'envoyer de l'argent, puis tu l'as directement, puis on a la preuve directe. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Puis des fois, j'ai des discussions avec ma blonde, avec ma femme, qui est comme, je comprends pas pourquoi c'est pas plus rapide avec la banque, là, le transfert. Puis on dirait que comme, ben oui, mais ça prend 5-6 jours avant que l'information bancaire soit rendue. Puis dans le fond, avec le blockchain, ça prend ça prend 10 secondes. Là, fait que là, j'avais commencé à apprendre sur le Bitcoin en tant que tel. Le Bitcoin, c'est pas quelque chose qui, moi, m'intéresse. Je ne suis pas intéressé par une sorte de spéculation à ce niveau-là. Je sais que ça va devenir super gros, mais ça ne me dérange pas. C'est juste pas... J'ai pas le goût de me réveiller le matin et de regarder genre comment mon wallet Bitcoin va, est-ce que je vends aujourd'hui ou est-ce que je ne vends pas. J'ai juste pas le goût de faire ça. Sauf que la technologie qui était en dessous de ça, j'étais vraiment intéressé. Puis là, j'ai commencé à lire et à apprendre sur. C'est quoi, là? Il y a un Canadien et un Russe là, qui avec l'Ethereum. Vitalik Buterin. Comment il s'appelle? Ouais, mais comment s'appelle Ethereum. Ethereum, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Et au même moment, dans le fond, l'été passé, au printemps passé, pendant qu'on était au confinement, j'ai commencé à apprendre à coder. Dans le fond, j'avais mes enfants à la maison, 4 enfants à la maison. Et, tu sais, à un moment donné, on était un petit peu tannés en tant que parents de juste faire l'école à la maison. Fait que je leur ai dit, regarde, moi, là, pendant 1 heure de temps, là, papa, maintenant, il va apprendre à coder. Genre, à chaque jour, j'apprends à coder. Et dans le fond, j'ai parti ma propre application sur Android et sur iOS pour faire un sorte de nouveau principe de gamification du sport. C'est quelque chose que je pensais que pour moi, c'est le futur du sport, c'est le futur pour Pur Instinct, d'aller chercher à travers les applications quelque chose qui va nous amener ailleurs que juste dans la colonne des victoires-défaites. Je suis un grand croyant que le sport manque sur plein de choses, puis qu'on peut aller chercher beaucoup plus de fun dans l'engagement de notre communauté. J'ai parti ça l'an passé juste pour essayer, réussir à faire l'application, réussir à avoir mon monde à Québec qui participait progressivement avec le nouveau concept. Et au même moment, dans le fond, j'ai été contacté par j'avais un associé dans le fond, en Europe que lui regarde pour du financement pour moi. Il disait, tu sais quoi, genre, je suis avec quelqu'un qui fait du blockchain. Je dis, OK, c'est bon. Puis deux mois plus tard,
j'ai comme dit, hey, Roberto, c'est quoi l'affaire du blockchain? T'es comme une. Puis là, OK, puis lui, il nous a unis, moi, puis Thomas, puis on a commencé à jaser sur c'est qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous autres, tout ça, puis qu'est-ce que c'était. Puis là j'ai commencé à faire, OK, ça c'est vraiment intéressant, c'est exactement ça que je veux. On a quelque chose de vraiment, genre, tu sais, comme un autre niveau. Puis pour moi, c'est comme juste le prochain niveau. Tu sais, je vois absolument que le blockchain, puis les applications blockchain vont être le futur. Fait que là, quand il m'a montré ça, j'ai dit, ben, je me garde dans mon financement global, je me garde de l'argent pour vous autres. Puis on va être une des premières compagnies sportives à être entièrement sur une application blockchain quand on va commencer. Si tout va bien en juillet environ, c'est là qu'on. Toute la structure est déjà quasiment prête de son côté. On a juste besoin d'avoir le go. Puis à partir de ce moment-là, moi, dans le fond, comment je veux utiliser ça? Ben là, c'est sûr que je ne suis pas encore un expert là-dedans, mais disons, une chose que je veux, c'est sûr qu'on va avoir notre système de pointage, faire des. Il y a un système de rating à Pur Instinct qu'on utilise. Fait que ton équipe et toi, individuellement, vous avez un rating qui te suit pendant toute ta vie. Et ça te permet, dans le fond, d'avoir les meilleures parties possibles. Fait que si un jour, là, tu t'en vas en Boston, exemple, pour Pilote Goût jouer à Pur Instinct, tu rentres sur l'application, puis là, tu dis, ben, moi, j'ai un rating de 2000 en équipe d'habitude. Fait que je suis environ ce calibre-là. Fait que tu vas jouer dans ce calibre-là. Si jamais tu joues contre du monde qui sont meilleurs cotés que toi, tu gagnes plus de points que si tu joues contre du monde qui sont moins bien cotés que toi. C'est un peu le concept, ça vient du système de Halo d'échecs. Que moi, je suis un gros joueur d'échecs, j'adore jouer aux échecs. Alors, on a commencé à faire ça, à parler ça, moi puis lui. Puis lui, dans le fond, il m'a introduit à dire, ben, tu sais quoi, il y a comme, avec les tokens, on préfère des social tokens. Là, il m'a expliqué ça. Je dis, ah oui, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Puis là, dans le fond, les gens, ils pourraient parier sur des parties pour le plaisir, gagner des tokens. Puis là, on pourrait leur donner un sorte de petit wallet qui aurait des pure tokens. Puis là, ils pourraient s'amuser avec ça. Puis là, dans le fond, ben, on pourrait faire des petits moments. Le monde pourrait, avec leur token, acheter leurs petites vidéos qui viennent de faire, une belle photo qu'on vient de leur envoyer. Fait, quelque chose de très simple. Le but, c'est pas de faire comme NBA Top Shop pour moi, devenir trop gros, d'essayer d'avoir de vendre, mais c'est plus de dire, ben, c'est la nouvelle technologie, on joue à Pur Instinct, on s'en va à Miami pour jouer, on arrive là-bas, puis maintenant, en plus de tout ce qu'on fait, ben, on te permet, toi, d'acheter pour $1 sur le blockchain, tu vas avoir ta photo Pur Instinct, ton vidéo cool de Pur Instinct, il va sur le blockchain, puis il va être là pour toujours, puis il ne sera plus influencé par le fait est-ce qu'il va être sur YouTube ou pas, il va juste être à toi. T'sais. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on va introduire à partir de, si tout va bien, à partir de juillet, ça va faire partie de juste notre offre. Puis on va juste commencer comme ça, de façon très candide. Je ne veux pas partir en peur avec ça. Moi, je dis toujours Pur Instinct, il y a plein de choses autour, il y a plein de choses. Il y a des podcasts, il y a des summits, il y a l'application, mais il y a le sport. Puis le sport en tant que tel, c'est ça qui est au centre de tout. Alors, je ne pars jamais en peur. J'aime ça partir des micro-projets. Pour moi, cette application blockchain-là, c'est le début de quelque chose qui va être très gros par la suite. Mais au début, on va commencer de façon très candide. Oui, c'est très bon et c'est très important ce que tu viens de dire. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'éducation qui est à faire au niveau de la blockchain et même même au niveau du Bitcoin. Parce que c'est une nouvelle technologie, c'est très complexe à savoir quelles sont les limites, quels sont les avantages, les inconvénients. Et lorsqu'on a malheureusement l'aspect spéculatif ou l'aspect financier qui ressort, on perd un petit peu la notion de ce qu'est la technologie en bout de ligne. Ouais. Et c'est très important pour moi. Et bon, je fais partie d'une communauté où l'essentiel de la blockchain est vraiment de relier cette technologie-là à des choses qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Le sport, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Et si on est en mesure d'utiliser la technologie justement pour faire des suivis au niveau des matchs, au niveau des paris, au niveau de ce qui est à moi, de ce qui nous appartient, on est capable de retracer l'historique et d'avoir le même niveau pas de confiance, mais le même niveau d'information. Fait que même si je m'en vais à Boston, je n'ai pas besoin que Boston peut aller consulter l'information sur la blockchain et savoir justement c'est quoi mon ratings. Et à ce moment-là, ça devient plus intégrant comme communauté que d'avoir différents systèmes qui fonctionnent en silo et que là, bon, ben, c'est quoi, ça nous prend des standards pour savoir finalement c'est quoi le niveau entre nos différents pays et tout ça, exact. Alors qu'on veut jouer au même sport.
Et là, le système actuel nous met des barrières pour jouer à des sports parce qu'on n'est pas capable de communiquer entre les différentes ligues et tout ça, alors que ça reste encore une fois, le centre, c'est le sport et la technologie blockchain est là pour permettre de mieux communiquer et avoir une meilleure façon de s'assurer que l'information est la bonne. Alors, exactement. Puis, en plus, moi, je t'avouer, tu vas le voir dans les prochaines semaines. En fait, là, j'ai un méga projet qui s'en vient, là, que je suis en train de développer, là, un projet sportif, artistique, philanthropique avec Pure Instinct, qui s'appelle le Pure Athlète. Là, tu peux le voir sur le site web. Là, on a déjà commencé à leaker un peu d'informations là-dessus, là, mais c'est le Pure Athlete avec une artiste, une designer de Washington, Miranda Wood. Et ça, dans le fond, ça va faire partie aussi. Là, je suis en train, j'ai une discussion genre, tantôt, là, comme dans une vingtaine de minutes, j'ai un autre meeting avec quelqu'un. Puis on va parler de ça, de comment on veut intégrer le NFT avec ce projet-là. En faire quelque chose aussi que l'artiste qui va participer avec nous va avoir. Je trouve que ça, c'est un concept intéressant, avoir des redevances sur ce qu'elle a fait à jamais. Genre, comme dans le fond, c'est quelque chose que je veux utiliser beaucoup aussi, que je pense qu'on va pouvoir unir. Je suis un gars qui adore l'art, qui adore tout ce qui est architecture ou genre, comme design. Et on va beaucoup utiliser ça dans la prochaine mouture là, de Pure Instinct. Là, en fait, à partir dans 10-15 jours, on va sortir notre premier projet. Mais on a déjà 3 projets en stock. C'est juste que dans le fond, on sort. Moi, je sors ce qu'on appelle des pilotes, dans le fond, là, en ce moment. Fait qu'on en a fait un avec le podcast, puis on en a fait un autre, là, le Pure Athlete Project, qu'on part dans 10 jours si tout va bien. Ben, c'est bon. Et puis, je ne m'inquiète pas pour toi parce que je sais que tu as la tête sur les épaules et qu'encore une fois, tu as une vision sur le long terme. C'est sûr que la tendance actuellement, c'est beaucoup sur les NFTs. On voit certains, comme tu l'as dit, NBA Top Shot ou justement un dernier NFT qui s'est vendu pour 62 millions de dollars aux enchères. Mais c'est une peinture numérique de Beeple. Je pense que l'artiste s'appelle Beeple. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Donc, mais c'est ça. Il faut absolument que je fasse un podcast là-dessus parce que c'est ce genre d'information-là qui attire beaucoup de monde. Et malheureusement, les médias ne font pas un assez bon travail de bien éduquer le monde et bien expliquer, bon, ben, OK, voici ce qui se passe, voici c'est quoi la réalité. Donc, ça prend des gens comme toi et moi un petit peu pour ramener le monde et ramener les gens à l'essentiel, là. C'est quoi qu'on veut faire? Et si on veut le faire sur le long terme, pas sur des petites tendances qui vont éclater à un moment donné. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que j'avais un meeting, peut-être 2 mois et demi, avec les investisseurs. Puis j'avais marqué dans mon prospectus, tout ça. Puis je parlais, ben là, on va faire une application blockchain. Puis là, l'investisseur fait « Wow, c'est quoi ça? Non, comment ça, c'est là-dedans? » Puis là, non, puis là, crypto-monnaie, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Non. Là, comme, puis là, je dis... Mais là, c'est là que j'ai vu, je dis, OK, j'avais pas le temps de faire de l'éducation. Je dis, non, mais c'est pas important. Là, vous laissez faire le côté blockchain pour l'instant. Je vais vous réexpliquer comme si vous voulez être investisseur. Un jour, je vais vous réexpliquer. C'est pas quelque chose de. Je vois pas ça comme. C'est pas une crypto-monnaie, Bitcoin, toutes ces affaires-là. Le blockchain est beaucoup plus gros et beaucoup plus intéressant. C'est comme si. Un peu, c'est comme dire si le monde a peur d'Internet tout de suite. C'est comme s'il y a 25 ans, le monde commençait à avoir. Puis dire, l'Internet. C'est pourri, ça n'a pas de bon sens à cause qu'on focus seulement sur un arbre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Les médias sociaux, même chose. Là, autant, moi, je peux haïr les médias sociaux sur des dossiers, mais autant un média comme Twitter peut amener quelque chose de super beau. Mais si on focus seulement sur le mauvais côté de Facebook, le mauvais côté de Clubhouse, exemple, la nouvelle petite patente, mais là, on perd l'essentiel. Avec le blockchain, pour moi, c'est un petit peu. C'est pour ça que j'y vais très tranquillement aussi. Je m'entoure d'experts aussi au niveau technologique. Je n'ai pas besoin de me soucier de ce côté-là. Et puis après ça, ben, je regarde un petit peu. Je me tiens informé. Puis pour ça, Twitter est super parce que là, tu commences. C'est une bonne façon de voir le pouls un peu, de voir un petit peu la montagne grossir. J'ai vu la montagne Clubhouse grossir là, sur Twitter il n'y a pas longtemps. Ça m'a bien fait rire, mais là maintenant, tu vois, ça commence à redescendre. D'après moi, le Top Shop, ça va faire le même NBA Top Shop, ça va faire la même affaire. Ça monte super fort tout de suite. Dans quelques mois, ça va commencer à descendre, puis là, ça va se stabiliser un peu. Les prix vont être moins ridicules aussi.
ça va se stabiliser, puis là, on va commencer à comprendre qu'il y a d'autres technologies. Puis là, ça commence, là, moi, je vois beaucoup de projets NFT qui sortent, qui sont complètement différents de Top Shot. Puis là, je pense que c'est là que le monde va commencer à comprendre. Mais surtout, je pense que ça va passer beaucoup avec les artistes. Les artistes vont gagner beaucoup. Il y avait des artistes, moi, j'avais lu que, disons, du monde qui avait sorti leur album directement sur la technologie blockchain. Fait que j'avais vu 2-3 artistes faire ça. Je m'avais informé avec un des gars que je connais aux États-Unis qui lui aussi fait ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Là, c'est ce côté-là que je trouve intéressant, là, le côté artistique, là, que je pense qu'il va gagner beaucoup avec les NFT. Mais là, tout de suite, on n'en parle pas parce que on n'est pas encore rendu là. Mais je pense que dans 2 ans, exemple, on va tous comprendre là, que c'est le futur. Là, moi, je pense que c'est inévitable à cause que la technologie est trop belle. Exact. Alors, je sais que notre temps nous est compté, mais j'ai quand même 2 dernières questions qui sont importantes pour moi. Je demande toujours aux gens, c'est quoi le livre le plus important que tu as lu dans ta vie? Je dirais, j'en ai plusieurs. J'adore lire, en fait, mais le Peaceful Warrior, The Way of the Peaceful Warrior de Dan Millman, probablement le livre le plus marquant que j'ai eu. Pour différentes raisons, en fait. Là, j'ai lu ce livre-là à travers un autre livre, c'est-à-dire que je lisais le livre de Phil Jackson, le coach de Michael Jordan back in the days. Et il parlait, dans le fond, que lui, il donnait des livres, dans le fond, à ses athlètes. C'est quelque chose qu'on voit rarement, mais lui, dans le fond, il donnait des livres. Il en a nommé quelques-uns. Puis celui-là, il m'a comme, c'est quoi ça? Et je l'ai lu. Puis ça m'a bouleversé un petit peu. Il y a eu tout le livre, dans le fond, c'est comme un gros montage pour en arriver, selon moi, à un seul mot. Et il y a un mot là-dedans qui s'appelle Satori. D'ailleurs, vous allez voir, moi, je l'utilise beaucoup dans ma vie en tant que tel. Un mot japonais qui explique, dans le fond, quelque chose, une sorte d'élimination genre humaine, un peu comme où on devrait se diriger comme être humain et tout ça. Puis c'est un livre d'un sportif. C'est un livre sportif, mais en même temps avec une belle c'est une sorte de philosophie. Je compare ça un petit peu à l'alchimiste aussi de Paulo Coelho, 2 livres que je lis en fait souvent, mais que dans le fond, à chaque fois que tu les lis, tu vas trouver quelque chose de différent, dépendant où tu es rendu dans ta vie. Moi, j'ai lu ce livre-là avant d'avoir des enfants, parce que quand je lis des enfants, parce que maintenant, je vais peut-être leur lire bientôt. Là, je suis dans une sorte de book club là, sur Twitter. Fait que là, j'ai proposé ce livre-là. Il est à côté de moi, je le vois présentement. Là, fait que ça devrait être mon livre numéro 1. Un livre un peu méconnu, mais qui, à chaque fois que je l'ai fait lire à du monde, je l'ai prêté tellement de fois. Et le monde sont tout le temps revenus à dire wow, OK, c'est différent. C'est juste un livre différent. C'est Peaceful Warrior. Définitivement. C'est très bon. Une autre question qui est importante. Pour toi, quel est le plus gros problème dans le monde actuellement? Et est-ce que la technologie blockchain, justement, est un outil qui pourrait être utilisé pour régler ce problème-là? Je pense que le plus gros problème, ça va à deux volets, là, mais donc, c'est les inéquités, genre au niveau financier sur la planète. Puis je dirais que le manque d'empathie, là, les deux vont ensemble. Là. Je pense que on vit dans un monde que. Puis moi, je le vois beaucoup parce que je travaille aux États-Unis, genre dans ma vie, dans le fond, je travaille virtuellement aux États-Unis tout le temps. Et je me rends compte à quel point le Canada est différent. Là. Le Canada, c'est un super pays, dans le fond, où vivre. Pas que les États-Unis, c'est pas bien, tout ça, mais ils ont un attrait capitaliste incroyable de c'est moi et moi et moi et je m'occupe de moi. Et ce côté-là, dans le fond, crée des iniquités genre, qui sont effroyables. On l'a vu juste avec le COVID. J'ai vu des images de monde à Dallas. J'avais vu des images de monde, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de monde en auto qui attendaient pour aller à des banques alimentaires. Parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, il ne pouvait plus se nourrir. C'est pas normal. C'est comme c'est des pays industrialisés, des pays qui sont, on n'est pas capable d'être ensemble. Puis, fait que ce côté-là des inéquités sociales, je pense que c'est le plus gros problème de notre humanité en ce moment. La répartition des richesses, c'est pas égal. Je pense que ce que le blockchain va faire va permettre, encore une fois, c'est la nouvelle révolution d'Internet. Internet a permis à du monde comme moi d'avoir une shot un jour de dire, tu sais quoi, genre j'ai goût de partir mes propres affaires et d'avoir une nouvelle façon de voir le sport et voici comment je vais faire. Et tu sais quoi, aujourd'hui j'ai goût de partir un podcast. Je vais partir un podcast et ce podcast-là,
coudon, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui intéresse les gens, puis ça part. J'ai pas eu besoin de demander à personne pour partir mon propre podcast. J'ai juste eu besoin de m'asseoir, m'informer comment faire comme il faut, trouver du monde pour venir sur mon podcast, et ça y était. Et ça, dans le fond, ça, c'est la première partie d'Internet. La deuxième partie, le blockchain, c'est qu'à partir de ce moment-ci, maintenant que je suis un créateur de contenu, je vais pouvoir me faire rémunérer sur mon contenu que je fais, même si c'est quelque chose qui est bénin. Moi, c'est ça que j'aime du blockchain, c'est que je vais être capable un jour de dire, veux-tu écouter mon podcast? Oui, ça va te coûter 2 cents. Au lieu que, et là, ce petit transfert de 2 cents qui ne paraît pas sur quasiment aucun compte de banque, au bout de la ligne, quand je suis rendu à avoir fait 1 million de vues sur mon podcast, exemple, là, ce petit 2 cents fait une grosse différence. Et ça, blockchain va pouvoir permettre, selon moi, des trucs comme ça. Enfin, il va pouvoir permettre qu'il y ait un nouveau afflux vers les gens, des créateurs. Okay? Et tout le monde peut être un créateur. Okay? Internet a montré ça. Tout le monde peut partir son blog. Tout le monde peut partir ses choses. Et là, maintenant, le blockchain, par-dessus ça, va nous permettre d'aller chercher comme on faisait du contenu, mais là, c'était Facebook puis YouTube qui faisaient notre argent. C'est ça. Quand tu penses. Okay? Mais là, maintenant, à partir de maintenant, ce blockchain-là va permettre que, oui, je fais mon contenu, mais aussi moi, dans 10 ans, l'exemple, laissons le temps aux choses de se développer, mais je vais avoir accès à ces micro-transactions-là. Et je pense que ça, c'est le futur. Si on peut faire ça, à partir de ce moment-là, le monde qui sont partout sur la planète vont avoir des vraies chances de réussite. Et autant, moi, je suis quelqu'un qui est un gros activiste au niveau du pouvoir, à donner plus de pouvoir à la communauté noire en Amérique du Nord. Et je pense que le blockchain va permettre d'aller chercher ça aussi parce que c'est quelque chose que, peu importe ce qui se passe dans notre société, s'il y a toujours des inéquités, il va toujours avoir des drames, comme on l'a vu dans les dernières années, qui vont affliger la communauté noire, exemple, parce que ça, pour moi, ça commence juste avec des inéquités financières de grande envergure. Et là, maintenant, dans le fond, on se retrouve avec ça. D'après moi, ça va être je crois que le blockchain va avoir cette capacité-là, mais il faut juste lui laisser le temps. Il faut juste, comme Internet, ça a pris 20 ans avant qu'on puisse vraiment voir la puissance. C'est quand les réseaux sociaux sont commencés que là, ça a comme fait, wow, OK, là, maintenant, on a vraiment accès à n'importe qui en 0.5 secondes. Mm-hmm. Là, maintenant, mes enfants à moi, ils se parlent par FaceTime tout le temps avec leurs amis. Il faut y réfléchir. Là. C'est pas normal. Là. C'est juste pas normal. Nous, on a grandi que c'était une blague. Là. Comme, je me rappelle, moi, j'allais à Walt Disney, puis il y avait une blague qui est genre, il y avait une vidéo qu'on pouvait voir quelqu'un parler, c'était une blague. C'était pas vrai. Mais là, maintenant, on parle plus d'une blague, on parle juste de la normalité. Mais donnons-nous 20 ans sur le blockchain et là, d'après moi, ça va devenir genre clair. Comme autant c'est clair pour les enfants, mes enfants, FaceTime, ces affaires-là, c'est rendu juste naturel, Internet naturel. Autant le blockchain va devenir quelque chose de tous les jours, on parlera même plus de ça comme quelque chose de spécial dans 20 ans, mais il faut juste se donner le temps. Puis il ne faut juste pas être un petit peu... c'est sûr que là, on saute sur toutes les affaires, là, le Bitcoin de ce monde, mais je pense qu'il faut juste regarder un petit peu tout ce qui va se créer, même dans la prochaine année. La prochaine année, il va y avoir des choses incroyables qui vont se créer parce que le monde est original. Ça va être intéressant. Exactement. Et puis, ça prend justement des gens comme toi, des visionnaires comme toi, qui sont en mesure de surveiller les tendances, surveiller la technologie, aimer apprendre pour voir les opportunités, pour tester. Et lorsqu'on teste, c'est à force de tester, à force d'essayer, que là, on va trouver la bonne combinaison. Avec le timing aussi, c'est là qu'on va arriver à quelque chose qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Pas juste pour nous individuellement, mais vraiment pour tout le monde. Je suis content aussi que tu en parles de tout ça, que tu fasses un truc en français là-dessus, parce qu'il y a quelque chose, par exemple, pas qui me dérange en tant que tel, mais je ne comprends pas pourquoi au Québec, là, on n'est pas plus avancé dans les affaires. Là, des fois, je regarde les trucs de quoi les gens parlent sur les réseaux sociaux, justement. Moi, j'adore les réseaux sociaux pour ça. Je ne comprends pas pourquoi, là, aux États-Unis, tout ce qu'on parle en ce moment, c'est ça. C'est comme le blockchain, c'est arrivé à 100% dans mon réseau, en tout cas Twitter. C'est que ça. C'est que ça. Et là, tout de suite, je me retourne vers le Québec et j'ai l'impression qu'on traîne la patte, mais pour rien, parce qu'on ne devrait pas... C'est accessible à tout le monde, c'est Internet, il n'y a pas de secret.
C'est ça que je comprends pas. Moi, c'est juste que je comprends pas. Il n'y a aucun secret en ce moment. Il faut juste le faire et il faut juste embarquer dans la vague. Pourquoi attendre que la vague soit grosse? On a tendance, des fois, ici au Québec, à faire ça, à attendre. Je trouve qu'on attend, puis on attend que ça grossisse autour de nous. Pourquoi il faut attendre que ça grossisse aux États-Unis? Parce que, tu sais, le message est assez clair. Tu sais, cette technologie-là, elle est là, puis c'est le futur. Fait que là, maintenant, on devrait... C'est pour ça que je suis content qu'on ait une entrevue en français aujourd'hui. C'est le moment. Là, fait que si je comprends, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas des fois des discussions que je vois au Québec. C'est qu'on n'est pas tout le temps en train de parler de ça. Tu me parlais d'Anthony Popliano. Il est tout le temps rendu à la télé américaine. Non, mais il est tout le temps rendu en train... Il est là, lui, là, tranquillos, tout le temps en train de parler du blockchain. Lui puis Gary Vee, maintenant, Vaynerchuk, tout le temps en train de parler de ce truc-là. Je vois personne ici. Genre, moi, je vois le monde ici, on parle des Canadiens de Montréal. C'est comme, je suis désolé, mais non, mais je suis désolé, mais le fait que le coach des Canadiens se fasse renvoyer, genre, c'est comme moi, je suis comme, après avoir 5 défaites, là, je suis comme, ça suffit, là, comme, on peut-tu, je pense qu'on faut peut-être passer à comprendre là, que une nouvelle ère est arrivée, là, puis on peut embarquer dedans. Ce serait le fun d'embarquer dedans la première année au lieu d'embarquer dedans, la première année. Ça fait longtemps que ça a commencé, là, mais là, maintenant, on voit les applications. Là. Ça serait le fun d'embarquer dès le début. Là. Définitivement, définitivement. Et c'est pour ça que justement, c'est pour ça que ça prend encore une fois des personnes comme nous et des personnes comme nous qui sont en mesure de prendre toute cette information-là et prendre les différents projets, puis les sortir médiatiquement et espérer que et on va avoir de l'attraction au niveau médiatique, autant dans nos amis que dans nos contacts, que sur les réseaux sociaux, parce que oui, c'est ça que ça prend pour pousser un petit peu au Québec ou au Canada, il faut pousser la technologie pour qu'elle arrive justement dans nos dirigeants, dans nos entreprises et tout ça. C'est un petit peu le contraire aux États-Unis, mais on va y arriver. On va y arriver. On est là pour ça. C'est bon. Alors, Dominique, merci infiniment pour cette entrevue. Merci pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment très plaisant et c'est quelque chose qu'on va devoir refaire à l'occasion. Tu m'as dit qu'il y avait des choses qui devaient sortir pour cet été, fait que je te redonne rendez-vous au courant des prochains mois là, pour faire un update sur tout ce qui se passe. Alors, je te laisse le dernier mot, le mot de la fin. Ah, ben c'est bon. Ben, si tu me suis sur... le mot de la fin, c'est de regarder de me suivre sur Twitter, si vous êtes capable. Allez, Twitter, le plus facile pour moi, c'est Pur Instinct. Alors, @PurInstinct. Tous mes trucs sont Pur Instinct tout le temps. Fait que si vous allez sur mon site web, Pur Instinct, je ne mets pas de E, que je garde le côté francophone. Fait que c'est Pur Instinct. Vous allez sur Twitter, rejoignez-moi là-dessus. Je suis beaucoup en anglais sur Twitter, mais je peux parler en français aussi sans problème. Et juste content de vous voir tous. Et mes enfants arrivent, fait que là maintenant, il faut que j'y aille. C'est l'heure de la fin, oui. Donc, rapidement, toutes les informations sur Pur Instinct seront dans la description de la vidéo. La semaine prochaine, jeudi prochain, il y aura la conférence sur l'entrepreneurship au niveau du sport, les trends, tout ce qui est trending. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout sera dans la description. Dominique, merci beaucoup et à la prochaine. Prochaine. Bye bye. Peace.